6 août 1945. 3 B-29 décollent de l'île de Tinian, au milieu du Pacifique. Un des bombardiers transporte dans sa soute une bombe atomique d'une puissance de 15 000 tonnes de TNT. Environ 6 heures après leur envol, la bombe est larguée sur la ville d'Hiroshima. En quelques secondes, 80 000 personnes sont anéanties. Trois jours plus tard, le feu nucléaire s'abat sur la ville de Nagasaki. Des dizaines de milliers de Japonais périssent. À l'origine, la bombe ne visait pas le Japon, mais l'Allemagne. Le Troisième Reich aurait-il pu se doter de l'arme atomique? Comment les États-Unis ont-ils remporté cette course à l'atome? Cette arme terrifiante a-t-elle permis de gagner une guerre ou à jamais entacher l'histoire de l'humanité? Octobre 1939. La guerre en Europe a débuté depuis un mois. Le Reich écrase la Pologne. Hitler est satisfait. En moins de 5 semaines, Varsovie est tombée entre ses mains. Réaction en chaîne. Face à la menace, la Grande-Bretagne et la France déclarent la guerre au Troisième Reich. Au même moment, le président américain Franklin Roosevelt est à la Maison-Blanche. Quand un économiste, Alexander Sachs, lui transmet une lettre inhabituelle. Elle est signée par le physicien déjà mondialement connu, Albert Einstein. Il alerte le président américain. Ces 4 derniers mois, il est devenu possible, grâce aux travaux de Joliot en France ainsi que ceux de Fermi et Szilard en Amérique, de déclencher une réaction en chaîne nucléaire avec de grandes quantités d'uranium. Ce nouveau phénomène pourrait conduire à la construction de bombes. Et il est concevable que des bombes d'un nouveau type et extrêmement puissantes pourraient être assemblées. L'auteur de cette lettre est en réalité le collègue d'Einstein, le physicien Léo Szilard. Mais Einstein a accepté de la signer pour être sûr d'attirer l'attention du président des États-Unis. Sa peur, que l'Allemagne nazie se dote d'une bombe atomique. Cette perspective le hante, et pour cause. 6 ans plus tôt, en 1933, craignant pour sa vie, le savant d'origine juive avait quitté l'Allemagne pour s'installer aux États-Unis. 2 mois tout juste après l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Les persécutions antisémites le menaçaient. Les nazis brûlaient les livres. Il pourrait bien finir par brûler les hommes. Bien des scientifiques d'origine juive le suivent dans son exil. Einstein sait ce dont les nazis sont capables, tant dans la haine antisémite que dans le domaine scientifique.
car l'Allemagne est le centre mondial de la physique de pointe. Dès décembre 1938, l'Allemand Otto Hahn, aux côtés de Lise Meitner, a réussi à fragmenter de l'uranium en 2 noyaux légers. La première fission d'un atome a été réalisée dans l'Allemagne nazie. Pire, le Troisième Reich a lancé un programme de recherche atomique en avril 1939. Il est sur la route de l'arme nucléaire. Il faut agir dans les plus brefs délais. Pourtant, Roosevelt ne prête à la lettre d'Einstein et à la situation en Europe qu'une attention distante. Le président sait que son opinion publique est fermement isolationniste. Et il s'y conforme. This nation will remain a neutral nation. I have said not once but many times that I have seen war and that I hate war. As long as it remains within my power to prevent, there will be no blackout of peace in the United States. Mais Roosevelt connaît ses classiques. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Suite à la lettre d'Einstein, il crée à Washington un comité de l'uranium. Mais le programme de recherche est modestement doté. $6 000. Une misère. Fort heureusement, Einstein n'est pas le seul à s'alarmer. En Grande-Bretagne comme en France, on se prépare au choc avec l'Allemagne. Alors que la défense passive protège les bâtiments et creuse des tranchées, les scientifiques britanniques comprennent que les gisements d'uranium constituent un enjeu majeur. Ils approchent Edgar Sangier, un Belge, qui exploite une mine d'uranium au Congo. Ils le sensibilisent sur la nature hautement stratégique de son entreprise. Soyez prudents et n'oubliez jamais que le matériau en votre possession pourrait signifier une catastrophe pour votre pays s'il tombait entre des mains ennemies. L'homme d'affaires belge mesure ses responsabilités. Dès octobre 1939, il expédie 1000 tonnes d'uranium vers le Nouveau Monde pour les mettre à l'abri des griffes nazies. Ce transfert s'effectue dans l'indifférence générale. Le département d'État se contente de stocker le minerai à New York, dans des entrepôts de Staten Island, sans précaution particulière. Les atomes d'uranium y dorment paisiblement. Moins d'un an plus tard, en juin 1940, le choc si redouté se produit. Les armées d'Hitler déferlent sur l'Europe occidentale. Après le Danemark et la Norvège, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas et la France déposent des armes. Terrible surprise. Roosevelt est anéanti. Il pensait que l'armée française, la première du monde, serait capable de résister à la Wehrmacht. Lourde erreur. L'Allemagne est dangereuse et elle a quelques longueurs d'avance, car ses victoires lui procurent de nouvelles ressources pour se doter de la bombe. L'invasion de la Tchécoslovaquie lui a offert la mine de Joachimsthal, riche en uranium. La conquête de la Norvège en 1940 lui livre la firme Norsk Hydro, la seule usine qui fabrique de l'eau lourde. Un élément nécessaire pour contrôler la fission nucléaire. Sans parler des talents que le Reich aligne.
à commencer par Werner Heisenberg, prix Nobel de physique en 1932. Autre génie, Carl Friedrich von Weizsäcker, de l'Institut Kaiser Wilhelm, un physicien de première classe. Ou encore Manfred von Ardenne, qui travaille sur le plutonium et bénéficie des lumières de Fritz Untermans, un physicien réputé. Tous de brillants sujets. Parce qu'ils disposaient de matières premières et de matières grises, les Allemands ont tous les moyens pour développer une arme atomique. Grâce à elle, Hitler pourrait imposer sa loi en Europe, sinon dans le monde. D'autant que le Führer, insatiable, poursuit ses conquêtes. Le 22 juin 1941, il lance ses panzers à l'assaut de l'Union soviétique. La Wehrmacht progresse vite et capture des centaines de milliers de prisonniers, au point que Staline se demande s'il doit évacuer Moscou. Une Europe occidentale sous la botte, une Amérique neutraliste et une Russie qui frôle la défaite. Hitler peut se réjouir. 1941 est un grand millésime pour le Reich. Le chimiste américain Harold Urey tire la sonnette d'alarme. Si les Allemands se dotent de la bombe atomique, la guerre sera terminée dans quelques semaines. À Washington, le président Roosevelt sort enfin de sa torpeur. Il comprend que la science pourra, le jour venu, offrir la puissance absolue à son pays. Il crée un comité pour coordonner la recherche scientifique à des fins militaires. Au programme, radars, détonateurs, mais aussi des recherches sur l'atome. Roosevelt veut savoir si l'on peut passer de la théorie fondamentale à la pratique. Peut-on vraiment fabriquer une bombe atomique? La transporter? Et à quelle échéance? Prudent, le président n'entre toujours pas en guerre. Mais c'est la guerre qui va venir à lui. Le 7 décembre 1941, dans le Pacifique, les Japonais attaquent. Ils frappent la base américaine de Pearl Harbor, dans l'archipel des Hawaï. Flash, Washington. The White House announces Japanese attack on Pearl Harbor. Cette attaque surprise provoque plus de 2400 morts et sidère les États-Unis. Menés par leur empereur Hirohito, les Japonais veulent se tailler un empire en Asie. Depuis le début des années 30, le pays suit le même chemin que l'Allemagne hitlérienne. Nationalisme, désir d'hégémonie et barbarie. En 1937, les Japonais ont envahi la Chine et laissé dans leur sillage près de 300 000 morts. Le président Roosevelt ne voulait pas entrer en guerre. Il n'a plus le choix. Yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy. I regret to tell you that very many American lives have been lost. No matter how long it may take us to overcome this premeditated invasion, the American people in their righteous might will win through to absolute victory.
Les États-Unis se mettent en ordre de bataille. La Maison-Blanche mobilise des hommes pour lever une puissante armée. Mais pour l'heure, l'horloge de l'histoire ne semble pas tourner en faveur de l'oncle Sam. En Asie, les Japonais enchaînent les victoires. Singapour, Hong Kong, la Malaisie, l'Indonésie tombent entre leurs mains. Aux Philippines, après une intense résistance, plus de 75 000 soldats américains et philippins lèvent les bras. L'avancée japonaise est si rapide que le général américain Douglas MacArthur doit quitter le pays, en abandonnant des milliers de soldats à leur triste sort. Ordre de Roosevelt, qui refuse que son général le plus décoré ne soit capturé. Avant de gagner l'Australie, MacArthur claironne: « Je reviendrai. » En attendant, le Japon fête ses conquêtes. Aux États-Unis, le pays et ses usines sont en pleine transformation. Le temps des voitures et des machines à coudre est révolu. Place aux canons, aux chars et aux avions. Mais bien loin de ces programmes d'armement, une autre partie se déroule en coulisses. Un programme ultra secret. Il ne s'agit ni de cuirassés, ni de bombardiers, mais d'atomes. Car le comité scientifique du président a rendu son verdict. Une arme atomique est réalisable, et elle est surtout vitale. Il ne faut pas prendre le risque que les Allemands la développent en premier. Il en va de l'avenir du monde. Roosevelt est désormais résolu à faire passer la recherche atomique à un stade industriel. La course à l'atome commence. Nom de code du projet: Manhattan Engineer District. Un nom anodin, donné en raison du lieu de son principal bureau, situé à New York. Pour la postérité, ce sera le projet Manhattan. Pour réussir ce pari, il faut recruter des organisateurs d'exception. Le choix se porte sur le général Leslie Groves. Un colosse d'1,90 m, arrogant, arbitraire et souvent détesté. Le général Kenneth Nichols, qui travaille sous ses ordres, confie: le général Groves est le plus grand fils de pute pour lequel j'ai jamais travaillé. Il est agressif et sarcastique. Mais l'homme est compétent. Il a achevé dans des délais records la construction du plus grand immeuble de bureaux du monde, le Pentagone, le quartier général des forces armées. Son ego est à la hauteur de l'enjeu. Si je ne peux pas faire le job, personne ne le peut, aime-t-il répéter.
Reste à trouver le directeur scientifique du projet. Groves écume les meilleures universités des États-Unis. Son choix se porte sur un brillant physicien de 39 ans, passé par l'université de Berkeley. Son nom, Robert Oppenheimer. Mais deux tares entachent son CV. Il n'est pas prix Nobel, et il est proche des milieux communistes, par sa femme, son frère et sa maîtresse. Mais Groves est fin psychologue. Il flaire chez Oppenheimer une ambition dévorante. Il n'est pas prix Nobel. Parfait. Il devra prouver son talent à ses confrères. Groves et Oppenheimer sont complémentaires, mais aux antipodes. Groves est le militaire typique, rigide, conservateur. Oppenheimer, lui, a tout de l'intellectuel juif tourmenté, humaniste et à ses heures communiste. Ce couple improbable va devenir la cheville ouvrière du projet Manhattan. Au tour d'Oppenheimer de s'entourer des plus grands scientifiques de l'atome, en disant le moins possible. Secret défense oblige. Les ralliements ne tardent pas. Ernst Lawrence, prix Nobel 1939 pour l'invention du cyclotron. Surnommé le briseur d'atomes, il anime à Berkeley des groupes de recherche sur les moyens d'enrichir l'uranium. Harold Urey, prix Nobel de physique en 1934, professeur à Columbia, se penche lui aussi sur la question. Enrico Fermi, physicien italien, qui a fui l'Italie fasciste et enseigne à Columbia. Hans Bethe, émigré allemand, arrivé aux États-Unis la même année qu'Einstein, professeur à Bristol et Cornell et spécialiste des réactions nucléaires. Edward Teller, un physicien d'origine hongroise, qui enseigne à l'université de George Washington. Mais aussi Edwin Macmillan, Luis Alvarez, Robert Serber, Félix Bloch, Emil Konopinski. Bien des scientifiques se laissent tenter. Ils pourront poursuivre leurs travaux avec des moyens illimités. Une proposition qui ne se refuse pas. D'autant que beaucoup d'entre eux sont juifs. Le projet Manhattan leur offre la possibilité de lutter contre l'Allemagne hitlérienne. La course à la bombe était un pari scientifique. Elle devient une croisade. Pendant que les savants cogitent, l'effort de guerre allié commence enfin à payer. Un premier tournant se produit sur les flots, dans le Pacifique, à Midway, en juin 1942. Les Japonais ont engagé 200 navires de guerre, dont plusieurs porte-avions. Mais les Américains ont réussi à percer leur code. Une bataille aéronavale sans précédent s'engage. Les Américains perdent 300 hommes, les Japonais, près de 3000, et 4 porte-avions. En février 1943, la 6e armée du général Paulus capitule dans les neiges de Stalingrad.
90 000 soldats allemands se rendent. La campagne de Russie tourne au cauchemar. Mais paradoxalement, ces défaites rendent le Reich d'autant plus dangereux. Car pour rétablir la balance, l'Allemagne pourrait accélérer son programme nucléaire. Le Führer et son ministre de la propagande Goebbels le martèlent. Des armes nouvelles offriront la victoire. Albert Speer, le nouveau ministre de l'Armement, se démène. Il réorganise la production industrielle. Il rencontre le physicien atomique Heisenberg et discute du projet nucléaire. Dans les centres de recherche du Reich, de nouveaux engins sont en voie d'être inventés. Avions à réaction, explosifs radioguidés, voire même diffusés. Ces programmes secrets alarment les Alliés et les poussent à redoubler d'efforts. Loin des steppes polaires de la Russie et des fournaises de l'Asie, les équipes du général Leslie Groves et de Robert Oppenheimer ont commencé à travailler. Pour gagner en efficacité, Oppenheimer a eu l'idée de regrouper tous ses savants au même endroit, dans un désert planté au milieu du Nouveau-Mexique, Los Alamos. Le site a été choisi parce qu'il est vaste et isolé, ce qui séduit Groves, qui redoute les fuites et les espions. Quelques centaines de scientifiques et d'ingénieurs s'y installent, sous le regard soupçonneux de gardes armés. C'est dans ce décor en préfabriqué que les savants imaginent le mécanisme de la bombe qui leur assurera la victoire. Mais l'archipel de l'atome est bien plus vaste. Un gigantesque complexe militaro-industriel se forme à travers les États-Unis. Car la fabrication du combustible nécessite d'énormes ressources. Pour enrichir l'uranium, le site d'Oak Ridge, dans le Tennessee, sort de terre sur 23 000 hectares. Il doit extraire de l'uranium naturel, le seul minerai capable de déclencher une fission nucléaire. L'uranium-235. Pour produire du plutonium, les sites de Hanford, dans l'État de Washington, et d'Argonne, dans l'Illinois, sont construits. Des milliers de savants, d'ouvriers, de techniciens et de militaires sont mobilisés. Les universités de Berkeley, Columbia et Chicago y sont associées. Le Canada et la Grande-Bretagne se joignent à l'effort. Le site canadien de Chalk River rejoint le réseau. Les Britanniques fusionnent bientôt leur programme atomique surnommé Tube Alloys avec le projet Manhattan. Universitaires, ingénieurs, industriels, tous collaborent au plus grand pari scientifique et industriel de la Seconde Guerre mondiale. Les stocks d'uranium rapatriés du Congo dormaient depuis 3 ans sur les quais de Staten Island. Ils filent maintenant vers les laboratoires. L'enrichissement de l'uranium commence, mais à un rythme d'escargot.
Cette opération nécessite une somme colossale d'énergie. À peine quelques grammes sont produits chaque semaine et sont expédiés à Los Alamos. Or, il faut en produire au moins 50 kilos. Un travail de titan. Dans le même temps, à l'université de Chicago, un énorme pas a été franchi. Une équipe, menée par le physicien italien Enrico Fermi, déclenche la première réaction en chaîne nucléaire et parvient à la stopper. Un neutron est projeté sur un noyau d'uranium. Il le brise en deux et libère de l'énergie et d'autres neutrons. Chaque neutron émis casse à son tour d'autres noyaux d'uranium. Et la réaction s'auto-entretient d'elle-même, en produisant de l'énergie. La première pile atomique du monde produit un demi-watt, tout juste de quoi allumer une ampoule. On est encore loin du feu nucléaire, mais c'est un début. Malgré ces progrès, les Américains ne baissent pas la garde. La presse annonce régulièrement une bombe atomique nazie. La paranoïa règne en maître. Le général Groves épluche la littérature scientifique. Les services spéciaux lancent des missions tous azimuts pour freiner la recherche allemande. Groves envoie des avions renifleurs munis de filtres au-dessus de l'Europe. Objectif : repérer des réacteurs nucléaires par la présence d'un gaz radioactif dans l'atmosphère, le xénon 133. Mais les appareils reviennent bredouilles. Plus rationnel, Oppenheimer suggère de recenser les laboratoires liés à des composants nucléaires. L'usine d'eau lourde de la Norsk Hydro en Norvège est repérée. Les services spéciaux anglais, de mèche avec des agents norvégiens, organisent une mission commando pour la saboter. Tout au long de la guerre, l'usine sera bombardée par les Alliés. Groves envisage même de faire assassiner le plus grand savant atomiste allemand, Heisenberg. Le joueur de baseball, Moe Berg, est recruté par les services spéciaux. Bilingue, il est envoyé à Zurich, où Heisenberg doit participer à un colloque. Finalement, Heisenberg est épargné, car un assassinat risquerait de dévoiler à l'ennemi que les Américains poursuivent leur programme atomique. Une conclusion s'impose à tous. Pour gagner la guerre, un seul moyen. Fabriquer la bombe avant les Allemands. You gotta listen, everybody. The time has really come when you can help your country by just playing dumb. If you've got information, just button up your lip, 'cause we can help our nation. Let me give you the tip, because I shut my mouth. I ain't talking, I shut my mouth. I ain't squawking, I shut my mouth. Yes, I am. I shut my mouth for Uncle Sam. À l'heure de la guerre, le secret devient une religion d'État. Sur tous les sites du projet Manhattan, le silence s'impose. Le général Groves multiplie les consignes de sécurité drastiques. Le courrier est exposé à la censure. On craint des taupes nazis ou même soviétiques. Les suspects sont parfois passés au détecteur de mensonges.
Don't start groping, keep your eyes and ears wide open, but shut your mouth like I am. I shut my mouth for Uncle Sam. Même le directeur scientifique, Robert Oppenheimer, est surveillé. Personne n'oublie son passé communiste. Le FBI et la sécurité militaire le filent jour et nuit. Le 14 juin, Oppenheimer a pris un train de Berkeley à San Francisco. Il a retrouvé une jeune femme qu'il a embrassée. Les relations entre Oppenheimer et Jean Tatlock apparaissent très affectueuses et intimes. Description: 1m70, 58 kg, longs cheveux bruns, mince, 28 ans, séduisante. Los Alamos se transforme peu à peu. Désormais, des centaines d'ingénieurs et scientifiques vivent dans le désert du Nouveau-Mexique. La plus grande concentration de cerveaux jamais réunis. Laboratoires et hangars ont surgi du néant. Mais les conditions de vie sont rudes. Les reclus se plaignent du manque d'eau et de ravitaillement. Résultat, les douches sont limitées à 1 ou 2 minutes. Le physicien Hans Bethe raconte: j'ai été choqué par la mauvaise qualité des bâtiments. Nous avions constamment peur qu'un incendie se déclare et que tout finisse en cendres. Los Alamos ne tarde pas à être surnommé Lost Almost, presque perdu. Malgré ces désagréments, les scientifiques ne comptent pas leurs heures. Entre deux expériences, ils s'évadent parfois pour rompre le quotidien. Los Alamos est un univers insolite. La moyenne d'âge est de 25 ans. Bérénice Brod, l'épouse d'un physicien, confie: nous n'avions pas d'invalides, de beaux-parents, de chômeurs, pas de riches oisifs, ni de pauvres. Une autre raconte: Los Alamos était un monde en soi, une île dans le ciel. Mais ces moments volés ne leur font pas oublier l'essentiel. Ils peuvent changer le cours de l'histoire. Bien loin de ce désert épargné par la guerre, en Normandie, le 6 juin 1944, les Anglo-Américains débarquent. La lente libération de l'Europe commence. Le général Groves a toujours son idée fixe: le programme nucléaire nazi. Dans les pas des armées libératrices, il monte une mission pour débusquer ces centres de recherche. Le nom donné à cette entreprise le scandalise. Les services secrets américains ont cru bon de la baptiser Alsos, Bosquet en grec, mais Groves en anglais. Un détachement de militaires perquisitionne les laboratoires, s'empare des données et approche les scientifiques des pays libérés pour les questionner. Ils arrêtent les physiciens allemands Walter Bothe et Werner Rosenberg, le responsable de la planification de la recherche du Reich. Les GIs mènent quelques interrogatoires. Who was left in charge of the experiments to develop an atomic bomb then?
It was Professor Otto Hahn, director of the Kaiser-Wilhelm Institute at Berlin, the man who first learned how to control and to initiate the energies of the atom. But the problem had been to find out a way to initiate and to control these forces. Si la bombe atomique allemande reste encore une hypothèse, les armes secrètes du Reich sont une réalité. 6 jours après le débarquement, le 12 juin 1944, les Alliés découvrent sidérés les missiles V1, puis les fusées V2 qui pleuvent sur la Grande-Bretagne. Ce sont les premiers missiles de l'histoire. Grâce à eux, les Allemands sont persuadés de l'emporter. Un jeune écrit « Nous ne parlons que des fusées. Peut-être peut-on en tirer sur l'Amérique. Je suis certain que la victoire est à nous. » Près de 9000 civils britanniques meurent durant ce nouveau blitz. Ce carnage annonce peut-être des lendemains plus terrifiants encore. Une certitude, l'Allemagne a des lanceurs. Une question, va-t-elle disposer de la bombe atomique? Nul ne le sait. Pacifique, malgré les victoires alliées de 1943, l'Empire du Soleil Levant résiste. La route qui mène à Tokyo est encore longue. Les Américains doivent s'en approcher, île par île. En octobre 1944, le général MacArthur honore sa promesse. 3 ans après avoir fui en Australie, il débarque à Leyte, aux Philippines. Les Américains libèrent des camps où croupissent les milliers de soldats abandonnés 2 ans plus tôt. Beaucoup sont morts, maltraités, battus, affamés. Remis sur pied, quelques GIs témoignent. Well, about the only thing I have to say, the last 2 years have been nothing but hell. You people do not realize how happy us boys were when we were liberated. I didn't realize myself until we had arriven and saw the flag that was flying, and then I had to break down and cry. À l'horreur des atrocités japonaises et nazies, les Alliés vont répondre par la terreur des bombardements. Pour anéantir la résistance japonaise, les Américains utilisent une nouvelle arme, le bombardier B-29. Cette super forteresse a une autonomie de 9000 km et emporte dans ses soutes 10 tonnes de bombes. En
mars 1945, 1500 tonnes d'engins incendiaires pleuvent sur Tokyo. Nombre de morts, 100 000. Nombre de sans-abri, 1 million. En Europe, pour venir à bout des nazis, les centres urbains sont également pilonnés. La ville de Dresde disparaît sous les feux de l'enfer. Mais malgré l'apocalypse, les dictateurs ne renoncent pas. Tapis dans leur bunker, Hirohito comme Hitler n'hésitent pas à sacrifier leur peuple dans des combats inutiles. L'endoctrinement fanatise leur population depuis déjà 2 décennies. Et la machine à soldats tourne à plein régime. En Allemagne, les hommes qui ne servaient pas encore sous les drapeaux sont obligés de s'engager dans une milice, le Volkssturm. On leur remet un fusil ou un lance-roquette. Dans les villes japonaises, le temps des banzai triomphants est révolu. Les hommes âgés de 15 à 60 ans, ainsi que les femmes de 17 à 40 ans, sont mobilisés. Elles sont munies de lances en bambou acérées pour contrer la possible invasion du Japon. Pendant ce temps, aux États-Unis, le projet Manhattan prospère. Le mince ruisseau de $6 000 s'est transformé en un immense fleuve. 2 milliards de dollars financent les équipes de Groves et d'Oppenheimer, qui mobilisent désormais plus de 130 000 personnes. Dans les usines, la plupart des techniciens ne savent même pas sur quel projet ils travaillent. La jeune Gladys Owens se fait engager à Oak Ridge. Son supérieur lui explique: nous pouvons t'apprendre à faire ce qui est nécessaire, mais nous ne pouvons pas te dire ce que tu fais. Nous pouvons seulement te dire que si nos ennemis nous devancent, que Dieu ait pitié de nous. Dans un laboratoire, des médecins se livrent aussi à des expériences médicales. Ils exposent des souris à des isotopes radioactifs pour constater les effets des radiations. Mais les hommes de science utilisent également des cobayes humains. Ils injectent chez des patients venus simplement se faire soigner des doses de plutonium pour mesurer leur pénétration dans le corps et les os. Les cobayes ne savent rien. Le programme Manhattan ne s'encombre pas des plus élémentaires règles d'éthique médicale. La base de Los Alamos s'est métamorphosée. Les familles des scientifiques se sont installées. On célèbre même des mariages et pratiquement 10 naissances par mois. Groves en vient à se plaindre, mais Oppenheimer réplique qu'il n'est pas responsable du planning familial. Écoles, commerces et restaurants égayent désormais le quotidien. Mais dans les laboratoires, la production de matières fissiles piétine. Après des mois d'efforts, les savants ne disposent que d'une quantité dérisoire d'uranium-235. En parallèle, les équipes explorent la voie du plutonium, qui permet d'obtenir plus facilement une réaction en chaîne.
Mais problème, ils ne savent absolument pas fabriquer une bombe avec cet atome. Pour une bombe à l'uranium, un mécanisme de type canon ne présente pas de difficulté majeure. Un projectile d'uranium est violemment propulsé vers une autre masse d'uranium, provoquant une réaction en chaîne explosive. Le plutonium est trop instable pour adopter ce procédé. Les savants travaillent d'arrache-pied pour trouver une solution. Ils retiennent le principe de la bombe par implosion. Des explosifs entourent un noyau de plutonium. Une fois amorcé, ils compriment la matière fissile, provoquent une implosion et déclenchent la réaction en chaîne. Mais il faut construire une structure cylindrique spécifique pour une implosion d'une symétrie parfaite. Un défi de taille qui exigera un test. Le 12 avril 1945, le monde libre est en deuil. Le président Roosevelt disparaît. Le vice-président Harry Truman ignore tout du projet Manhattan. Sera-t-il aussi déterminé que son prédécesseur ?